autre midi à la table d'à côté. Une idée originale de Francis Legault. Avec Mehdi Boussaïdan et Raed Hamoud. Le gars avec la casquette noire, les petites lunettes rondes, le sourire en coin, sa tête me dit quelque chose. Ben oui, c'est Mehdi Boussaïdan, un des humoristes les plus brillants de sa génération. Ah oui, c'est ça, Mehdi Boussaïdan. Je l'ai vu à l'émission Les 5 prochains sur RTV. Mais qu'est-ce qu'il fait avec sa boîte de Kleenex? Oh, penses-tu qu'il y a un rhume ou des allergies? Je sais pas. Mais en tout cas, il mange avec le chroniqueur Raed Hamoud. Raed Hamoud. Ah oui, le personnage central du documentaire Théou Youssef. Ils sont pas musulmans, ces deux gars-là? Oui, ils sont musulmans. Pourquoi tu demandes ça? Parce qu'ils boivent de la bière. On a bien fait d'ouvrir la blonde light. C'est bon. C'est ça. Il est bon ce jus. Il est délicieux, c'est de l'ananas. Mais cheers, santé. Cheers, santé. Moi, j'ai été musulman jusqu'à 17 ans. Voilà, ça commence. Jusqu'à que t'as compris qu'il fallait sortir puis que dehors, il fallait boire de l'alcool pour t'amuser. Non, mais moi, ça a été très important pour moi, la religion. En fait, comme n'importe quel jeune, tu sais, je veux dire, c'était plus culturel que, on va dire, spirituel. Tu sais, pour moi, c'était normal. Tu le fais parce que tout le monde le fait autour de toi, ta famille. Le ramadan, pour moi, c'était normal. Tu sais, on fait le ramadan, tout. Même que quand j'étais jeune, comme beaucoup de jeunes garçons, tu sais, on veut le faire très tôt. C'est moi, à 10 ans, je dis non, je le fais. T'es un homme, là, tu l'as fait. Ça y est, ben ouais, je veux le faire, tu sais. Et après, le deuxième jour, t'es en train de boire de l'eau à 3 heures, t'es comme, ouais, non, ouais, là, j'ai dit la fin de semaine. Mais mes parents ont jamais été ils m'ont jamais poussé à. Et ils étaient super cool, ils disaient, écoute, on va te faire un lunch. Si tu veux faire le ramadan aujourd'hui, fais-le, mais prends quand même ton lunch au cas où t'aurais faim. Ouais. Mais quand tu dis t'as été musulman jusqu'à 17 ans, c'est pourquoi à 17 ans, t'as eu un changement? Genre, tu faisais ça culturellement, puis d'un coup, t'as arrêté? Non, c'est un cours qui m'a... Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un cours, justement, qui m'a... Ça va te servir? Merci. J'ai eu un cours d'éthique et culture, tu sais, au secondaire. Le secondaire 4. C'est un nouveau cours, en fait, qu'il y avait, parce qu'avant, t'avais catéchèse et morale. Ouais. Donc, t'avais des gens qui étudiaient la catéchèse, puis t'en avais qui allaient chiller à la bibliothèque. C'était ça, catéchèse morale. Et à un certain moment, ils ont intégré éthique et culture au système. Et en fait, le cours est simple, c'est juste un cours sur les religions. Et c'est là que j'ai appris c'était quoi le bouddhisme, le taoïsme. J'ai vu le judaïsme, toutes les similitudes qu'il y avait. Et je lisais beaucoup à cette époque-là. Puis je me rappelle un livre que j'ai beaucoup aimé qui est Amin Malouf, Les identités meurtrières. Oui, ça devrait être obligatoire dans les écoles. Ouais, je pense que ouais. Vraiment... C'est 100 pages qui déconstruisent toutes les conneries que tu peux entendre sur l'identité. Ouais. Mais en plus, lui, parce qu'il est libanais, chrétien, immigré en France, il a un mix incroyable. Ouais. C'est aussi là que mon identité a commencé à se créer. Où tu sais, est-ce que je suis algérien? Est-ce que je suis québécois? Est-ce que je suis un Algérien d'origine québécoise? Un Québécois qui vient d'Algérie? Tu sais, je savais pas. Et c'est en lisant ça que je pense que le livre débute comme ça, où il dit que t'es l'accumulation de ce que t'es. Oui. C'est pas une division, c'est une addition. Exact, c'est une addition, c'est ça. C'est quand t'ajoutes quelque chose, justement, il faut pas que tu soustrais ce qu'il y avait avant. Et c'est là que j'ai vraiment ouvert les yeux et je me suis posé des questions sur qui j'étais et pourquoi je faisais ça. Pourquoi est-ce que je pratiquais la religion? Est-ce que je le faisais pour les bonnes raisons? Et quand je voyais, par exemple, le bouddhisme ou le judaïsme et tout, je me dis, mais c'est des très belles religions. Bien sûr. Elles ont des très belles valeurs. Pourquoi la mienne serait meilleure que celle-là? Tu sais, aujourd'hui, je suis musulman, demain, je pourrais être juif. Je reste la même personne. Tranquillement, j'ai commencé à enlever un peu. Ouais. Tu sais, je me rappelle, la première chose que j'ai fait, c'était manger du porc. Je me rappellerai cette journée-là comme c'était hier. Je suis allé au McDo après l'école, j'avais peur. Je suis allé et j'étais allé à la main trempée. Oh ouais, j'étais vraiment, qu'est-ce que tu fais? Non, vas-y, non, je devrais peut-être pas. Je suis arrivé, je vais prendre un cheese bacon. Et là, ils l'ont mis et je me rappelle, je me suis assis dans le fond du McDo. Juste par peur, je me dis, au cas où mon père débarque. Tu sais, au moment que il y a un page, genre, shit, mon fils va manger du porc, tu sais. Et vraiment, j'étais caché, je regardais le hamburger, je suis comme, c'est là, c'est là. Et j'ai mangé la première fois du bacon. Après, c'est devenu une... T'as pris ça avec le price, en gros, là. Ah, je stockais du bacon chez mes amis. Tous mes amis avaient un sac de bacon dans leur frigo où je débarque. Puis la fin de semaine, je voyais mes amis pour ça. Pour aller manger. Pour aller manger du bacon. Hey, comment ça va? Ouais, j'arrive. Puis, merci beaucoup. Mais c'est très drôle, tu dis ça, parce que toi, tu dis c'est à 17 ans que tu t'es comme... T'as enlevé tout ça, ouais. Mais moi, c'est totalement le contraire. Ah ouais? Parce que moi, comme tu dis, au Niger, je le vivais culturellement. Et mes parents ont toujours pratiqué, tu vois. Mais mon père, en dehors du ramadan, il buvait de l'alcool de temps à autre. Mais chez moi, mes parents, c'était aucune contrainte en religion,
aucune obligation. J'ai 3 grands frères, il y en a aucun qui fait le ramadan, je suis le seul qui le fait. Mais la religion, puis ça, mon père n'a cessé de me le répéter, c'est bien écrit, nulle contrainte en religion. Du moment que tu fais un truc par obligation, ça te fait chier, tu devrais pas le faire. Parce que ce que l'être spirituel qui est au-dessus de toi ou celui en quoi tu crois veut, c'est que tu sois heureux, que tu sois bien intégré, puis que tu aides ton prochain. Voilà. C'est un peu le message qu'il y a dans les 3 religions. Mais en arrivant ici, je pense que c'est la première fois que je me suis posé la question qui je suis et qu'est-ce que je fais. Tu vois, je pense qu'en restant au Niger ou en étant dans un pays arabe, je me serais jamais fait cet exercice mental-là. Fait que là, j'ai commencé à vraiment lire et apprendre là-dessus. Tu vois, j'ai lu la Bible, la Torah, des grands bouts, le Coran. J'avais lu aussi un ouvrage de Maurice Bucaille, je pense que c'était un scientifique français, ça s'appelait La Bible, la science et le Coran. Et moi, comme j'étais très scientifique, ça m'avait vraiment marqué en me disant, ok, c'est pas juste de la foi, on croit comme ça, il y a comme qui dirait des vérités scientifiques. Et je me rappelle, ça m'avait vraiment marqué. Et à partir de là, j'ai commencé à pratiquer en me disant, je pratique parce que je suis musulman, et comme je suis pas musulman, j'ai ces contraintes-là qu'il faut que j'assume, tu vois. Et je pense que ça a duré 2-3 ans. Et je sortais aussi d'une période de, comment te dire, je travaillais beaucoup en boîte de nuit, j'étais boss boy, je buvais souvent, je dormais pas beaucoup, tu sais. Fait que ça m'a fait beaucoup de bien pendant 1 an et demi, 2 ans, mais je pense que c'est parce que j'étais en train de dessouler concrètement, tu sais. J'ai enlevé tout le négatif de mon corps, il n'y avait plus d'alcool dans mon sang, plus de joints dans mes poumons, tu sais. Je faisais beaucoup de sport, fait que j'étais super bien avec moi-même. Et il y a eu un moment où je me suis rendu compte que c'est devenu un frein à mon épanouissement, tu vois. Mais je m'en suis vraiment rendu compte en me disant, ça peut pas m'empêcher de voir certaines personnes, ça peut pas m'empêcher de faire certaines choses. Puis, est-ce que c'est vraiment en train de me rendre heureux là, à l'heure actuelle? Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai laissé certaines pratiques de côté, tu vois. Et je me pose toujours la question, est-ce que j'aurais eu cet aller-retour-là, cette quête existentielle, si j'étais resté... si toi, t'étais en Algérie, tu te serais posé ces questions? Non, parce que quand tout le monde le fait, c'est une vague là, qui te prend. Tu te poses pas la question. C'est le fait de venir ici où tu te rends compte qu'il y a des différences. Ben oui. Tu sais, moi, quand je suis arrivé, on riait de moi parce que je mangeais pas de hot dog à la journée, la première journée d'école où ils donnaient des hot dogs. Puis j'avais l'air ils riaient de moi parce que je demandais la viande à la cafétéria. C'est quoi comme viande? Ouais. Et on me répondait jamais la bonne chose. C'est de la saucisse. Ouais, mais c'est quoi qu'il y a dedans? Ben, c'est de la viande de saucisse. Ouais. Et ça m'énervait. et ça renforçait ça parce que j'avais l'impression que j'étais plus différent. Et plutôt que de faire, je vais tout arrêter, je vais être comme vous, c'était non. Ça te boostait. Ça me boostait encore plus. Je faisais beaucoup de sport aussi. Et je priais avant mes courses. Je faisais de l'athlétisme. Et avant chaque course, je priais. Et je gagnais tout le temps. J'étais très, très bon en athlétisme. Tu disais, c'est parce que j'ai prié que c'est pas à cause d'entraînement, là. Oui, exact. Et à un moment donné, j'avais oublié de prier parce que j'étais en retard pour la course et j'ai gagné. J'ai fait, wow, attends une minute. C'est peut-être pas Dieu qui me fait gagner, c'est peut-être mon coach roumain. Ouais. Puis ça me faisait du bien aussi. C'est incroyable le bien que ça amène, la religion. Tu vois, c'est ça. Parce que moi, je veux pas... Tu sais, il se dit beaucoup de choses. Et j'ai toujours l'impression que c'est du côté négatif. Mais moi, au Niger, j'ai vu la religion qui a sauvé des gens dans le sens où c'est des gens tellement misérables et pauvres que s'il n'y a pas une espèce de règle absolue au-dessus de toi qui te dit ne tue pas quelqu'un pour prendre ses biens, ils seraient tous en train de tuer tout le monde. Ah ouais. Puis il y a des pays où il n'y a pas beaucoup de croyances et tu vois comment quand il y a des guerres civiles et tout, comment ça part en sucette très vite, tu vois. Ouais. Et moi, je l'ai toujours vu du côté positif. Moi, quand je faisais ma prière, je me sentais serein, je me sentais bien. Ouais. Tu vois, même là, je fais encore le ramadan pendant 1 mois par année, je le consacre en quelque sorte à Dieu. Et c'est fou comment t'apprécies le temps. Moi, ça me fait du bien, physiquement, mentalement. Ouais. Et je veux pas qu'on croie qu'à chaque fois qu'on parle de religion, ou quelqu'un qui est dans le dogme est forcément dans un côté extrémiste, radical, mauvais. Tu sais. Ouais. Il y a beaucoup de bon qui sort de ça aussi. Les gens se rendent pas compte de c'est quoi aussi. Tu sais, tu vas leur parler par exemple de la religion. On dira c'est weird ce que vous faites. Pourquoi vous mangez pas pendant 1 mois? Pourquoi vous faites ça et tout? Puis je dis, toi, qu'est-ce que tu fais de tes jours? Là, je sais pas, je fais du yoga. C'est quoi du yoga? Tu vas dans un lieu, tu fous un tapis à terre, puis tu te penches, puis tu fais des exercices parce que ça te fait du bien. Tu sais, tu vas avoir tendance à méditer. Moi, je vais prier. Si tu fais du yoga, souvent, ça vient avec une espèce de régime végétarien. Moi, je vais faire le ramadan. Je mange pas de porc, toi, tu manges pas de viande. Attends, maintenant, viens me dire c'est quoi la différence entre l'islam et le yoga.
Mais le yoga, c'est super bien vu, tout le monde en parle. Les gens parlent de yoga dans les lieux publics, ça va bien. Parle de l'islam, oh, attends. Mais parce que malheureusement, depuis le 11 septembre, t'as des connards qui se sont fait sauter en disant Allahu Akbar, puis ça arrive de plus en plus, puis c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette image négative qui est associée. Mais je suis d'accord avec toi, moi j'ai un grand frère qui est devenu vegan. Mais quand je te dis vegan, pour moi c'est super vegan, l'extrémiste de l'extrémiste du vegan. Là. Puis je me dis, heureusement que t'es tombé dans le véganisme, parce que tu serais tombé dans un truc chelou, t'aurais pu faire autre chose. Là, t'es tellement à fond dans ta pratique, tu sais. Mais oui, ça part d'une quête de sens, j'imagine. Tu sais, que ce soit quand tu fais du yoga ou quand tu es vegan, mais tu as besoin d'autre chose que le quotidien. Ouais, ça te fait du bien. J'étais rendu à un stade où la religion m'éloignait des gens. Et ça m'énervait. Il y a des gens que, justement, comme tu disais, il y a des gens que j'allais pas voir parce que j'aimais pas leur pratique et tout. Je commençais à ne traîner qu'avec des Marocains et des Algériens et des Tunisiens. Et heureusement, je suis tombé sur des mauvaises personnes. Parce que dans mon quartier, on était qu'entre arabes. Et ces garçons-là, c'était pas des gentils garçons. Ils faisaient des conneries, ils faisaient des crimes, ils volaient des trucs et tout. Et ça m'a porté à réfléchir parce qu'ils m'ont mis dans des drôles de situations où j'ai eu des problèmes avec la police. Et c'est pour ça que l'idée de la religion m'a amené vers quelque chose de mal dans ma tête, à moi en tout cas. Et le cours de théologie m'a un peu sorti de ça. Ça m'a justement permis de m'épanouir plus. On dirait que l'islam me bloquait. J'étais bloqué à un certain moment. Moi, ce qui m'avait tué, c'est de voir qu'il y a des gens qui ne pratiquent pas, qui n'ont aucune religion, qui sont agnostiques, qui sont athées, et qui font tellement plus de bonnes actions que des gens qui se disent spirituels, religieux, dans le bon sens du terme. Tu sais. Et oui, chez les musulmans, il y a des salauds. Chez les athées, il y a des salauds, etc. Tu sais. Ce que je reproche aussi beaucoup à certaines personnes qui arrivent dans cette province-là, c'est pas de s'intéresser assez. Peut-être qu'on leur donne pas les outils. Ça aussi, il y a un problème au niveau de l'intégration, au niveau de l'éducation et tout. Mais ils ne s'intéressent pas à voir pourquoi au Québec il y a une telle réticence aux faits religieux. Ben, c'est parce qu'il y a eu des années du Plessis, il y a eu tout ça, tu vois. Et je pense que s'il y avait un dialogue dans ces deux sens, c'est-à-dire que à la fois les immigrants qui arrivent apprennent un peu plus l'histoire du Québec, mais aussi les Québécois apprennent sur l'histoire de ces gens qui arrivent chez eux, ben, c'est sûr que ça réglerait plus les choses et mieux, tu vois. Moi, j'ai beaucoup étudié sur le Québec et justement, j'avais remarqué ça. Je comprends maintenant qu'ils ostracisent puis qu'ils... Mais oui, ils sont cette haine, ben oui, parce que ben oui, quand tu vois ce qui s'est passé, tu dis, mais je comprends après qu'ils aient peur. Tu fais OK. Je veux pas débarquer encore en étalant ma religion bien sûr. Mais après, j'en veux aussi beaucoup à tout un discours politique et médiatique qui va importer des problèmes d'Europe en faisant croire que c'est la même chose au Québec quand on sait très bien qu'on n'est pas du tout dans le même schéma. Il y a une intégration économique ici, ce qui existe très peu là-bas, tu vois. Et on te fait croire que tous les problèmes que vivent les musulmans à travers la planète vont s'importer directement au Québec. C'est un peu plus complexe que ça, tu vois. Et ça vient des deux côtés. Et ça vient des deux côtés. Moi, j'avais des amis, justement, ils vivaient comme s'ils vivaient dans des cités. Mais t'es à Laval, à Duvernay. T'as un bungalow chill, tout. Ils se promènent, puis ils haïssent la société. Qu'est-ce que la société est chill? Puis personne qui t'arrête pour te fouiller ici, là. Ils écoutent que du rap français. Des trucs... moi, j'aime beaucoup le rap français, des très, très grands rappeurs. Mais il y avait des rappeurs, des fois, nique la France, j'ai rien à foutre. Ah, mais ça, c'est... Ouais. Non, c'est un discours tentant. Ils voulaient vivre ça, ici. Comme s'ils avaient... Non, mon frère, c'est pas du tout la même situation. À l'émission Les 5 prochains, tu sais, la série sur les humoristes de la relève, j'ai entendu Mehdi Boussaïdan raconter que ses parents et lui avaient fui l'Algérie à cause de la guerre civile et que dans sa famille, l'humour a toujours été une manière de dédramatiser les situations difficiles. Mais Raed, lui, il est pas algérien. Non, Raed, il est d'origine libanaise, puis il a grandi au Niger. Mais toi, tu vois, t'as eu la guerre. Moi, j'ai pas eu la guerre, mais il y a eu 2 coups d'État au Niger quand moi j'y étais. Et en 95, je me rappelle, moi, j'étais pas chez moi parce que c'était l'anniversaire d'un ami, je voulais y arriver plus tôt. Fait que j'avais sauté le mur, j'étais allé chez lui, c'était un voisin, mais à 2 maisons. Et pareil, là, on est en train de préparer les jeux qu'on va faire l'après-midi et tout. Et on entend ta, tu sais. Fait que là, on se dit, OK, il y a sûrement un pote à nous qui est arrivé avec des pétards. On fait péter des pétards parce que c'est l'anniversaire. Fait qu'on monte sur le mur. Et là, je vois 2 tanks arriver, des mitraillettes, tu sais. Et là, il y a le père de mon ami qui court, rentrez vite à la maison. Là, on se retrouve dans la chambre, dans une chambre de la maison, mais sous le lit.
Il y avait le chien qui était là, puis je me rappelle qu'il y avait la mère de mon ami qui était là, puis qui arrêtait pas de nous faire des jokes, tu sais, nous faire rire pour justement qu'on oublie que c'est en train de se passer. Ouais. Mais moi, je l'ai pas vécu comme un traumatisme. Tu sais, il y a des gens qui vont dire j'ai vécu cette scène, puis ça m'a vraiment traumatisé. Mais moi, c'est vraiment grâce aux blagues que me racontait cette femme-là que j'ai pu que ça m'a pas affecté outre que ça, tu sais. Ouais. Il y a plein de gens qui vivent des situations comme toi, tu as vécu, puis qui ont un traumatisme qui reste. Hein. Justement, j'en ai parlé récemment dans une émission où il me disait pourquoi tu fais de l'humour dans la vie, d'où c'est quand t'es venu tes problèmes. Et je raconte souvent cet événement-là en Algérie où justement ça pétait de partout et que ma mère nous avait mis dans le centre de l'appartement parce que c'est là où il y a le moins de chances que les vitres pètent sur toi. Les vitres avaient déjà pété, juste avec l'impact de la bombe. Ouais. Ils ont pété, mais après, ils voulaient pas que les balles traversent. Donc elle nous avait mis dans le corridor. Et mon frère j'ai un grand frère et une grande sœur qui étaient début adolescents. Ils se rendaient compte un peu de ce qui se passait. Et moi, j'étais super content. Tu sais, on se réveille à 3h du matin pour aller se cacher dans des couvertures. Je suis comme, oh cool, on joue, c'est nice. Ouais. Et ma mère nous racontait des blagues, puis elle chantait des chansons. Et pour moi, ça reste un souvenir qui est très, très heureux et positif. C'est en vieillissant qu'après, je me dis, waouh, c'était pas du tout heureux. Mais elle paniquait, puis elle voulait pas qu'on garde des traumatismes. Au-delà de sa panique, elle essayait de vous faire rire. Ouais, elle nous fait rire. Je me rappelle que je riais à ce moment-là, et c'est pour ça souvent que je dis que c'est pour ça que je fais de l'humour, parce que je trouve que c'est une des plus belles manières de désamorcer. Peut-être pas le bon mot, désamorcer, mais surtout avec un nom comme le tien, éviter certains champs lexicaux. C'est ça, c'est que tu peux rendre un moment tragique et triste, très heureux. Et moi, ce qui m'intéresse aussi dans ton parcours, c'est pourquoi tes parents, parce que la plupart des Algériens, généralement, ils vont aller vers la France automatiquement. Pourquoi et comment vous êtes retrouvés à dire, OK, on va pas en France, on va au Canada, on va au Québec? Je me suis posé la question, j'ai demandé à mon père, pourquoi tu as choisi le Canada et pas la France? Et je m'attendais à ce qu'il me donne une réponse vraiment structurée, logique, genre, j'avais un ami au Canada qui allait nous aider. Mais en fait, non, il est allé voir une voyante. Et la voyante lui a dit, vous allez vivre au Canada. Il a fait, OK, c'est bon, ça va être ça. Donc merci à cette voyante qui, je sais pas, elle est où en ce moment. Mais heureusement qu'elle a bien vu, quoi. Elle aurait pu se tromper aussi. Oui. Et souvent, je me dis, je sais pas si toi aussi, ça t'arrive, je me dis, qu'est-ce que serait ma vie si. Et on dirait, je m'imagine avec des Air Max dans une cité en train de vendre du hash. Mais pareil. Ouais, alors que maintenant je vends du hash, mais à Hochelag. c'est pas pareil. Mais c'est ça, je me demande qu'est-ce qu'on aurait été en France, tu sais. Surtout avec tout ce qui se passe en France, le racisme et tout, je me demande si on aurait été ce genre de famille dans les cités. Mais nous aussi, ça a été un concours de circonstances. C'est-à-dire que mon père, je pense qu'il avait fait l'immigration pour les États-Unis, la France, le Canada, tu vois. Puis il y avait des amis à nous qui étaient libanais, mais qui travaillaient pour le gouvernement canadien, qui étaient au Niger. Et ils ont dit, mais non, vous devriez venir ici. Puis sincèrement, jamais dans notre vie, on aurait pensé se retrouver un jour en Amérique du Nord, tu vois. Et je me rappelle, on était arrivé par New York, et puis quand on est arrivé au Canada, c'est sûr, tu vois un pays incroyable. Puis moi, le premier choc que j'ai eu, c'est quand on est allé à Dollard des Ormeaux chez ces mêmes amis, et on venait d'arriver, puis j'ai vu les maisons, elles étaient toutes collées, puis il y avait des jardins, mais il n'y avait pas de barrière ou de mur entre les maisons. C'est fou, hein? Parce que chez nous, au Niger, quand tu as des murs, quand tu as des barrières, quand tu as un portail, ça veut dire que tu es en sécurité, que tu es dans une maison qui a assez de moyens pour avoir un gardien, puis t'avoir entre des murs safe, tu sais. Ouais. Tandis que ici, plus tu as d'argent, moins tu as de contraintes de murs ou de quoi que ce soit. En fait, tout est... Moi, je me rappelle, ça m'avait vraiment marqué. Parce que c'est ça, je voyais ça que dans les films, en fait. Je me disais, jamais je vais vivre dans un pays où c'est comme ça un jour. Ouais. Je voyais Noël ou Halloween, pour moi, c'était des concepts, c'était des trucs hollywoodiens, tu vois. Et tu arrives ici et tu le vis vraiment et tu dis, OK, ça existe, tu vois. T'es arrivé à quel âge? Moi, je suis arrivé à 10 ans, ou à 9 ans plutôt, et je me rappelle, on est arrivé, c'était 97, 98, l'année, puis c'était l'année du verglas. Tu sais, on vient d'en reparler, il y avait un anniversaire, mais nous, notre premier hiver, ça a été le verglas, et je peux te dire que dès que ça a fini, ma mère a appelé mon père pour lui dire, écoute, on revient. On repart, C'était elle voulait même plus chercher à savoir, parce que ce qui a été dur pour elle, c'est qu'elle s'est retrouvée avec 4 fils sur les bras, donc moi qui étais jeune, mes 3 autres grands frères, et mon père qui devait faire des allers-retours sans cesse. Vous étiez dans quel quartier? Quand je suis arrivé, alors stop direct, on est arrivé à Dorval dans un 3,5 meublé avec des meubles. Mon père, je sais pas pourquoi il nous a mis là, fait qu'on est resté 3 mois là, c'était la déprime totale. Ouais, derrière le Maxi, tu vois, juste derrière, donc c'était vraiment spécial. Il vous a mis à côté d'une épicerie. Ouais, oui, et juste à côté de l'aéroport au cas où, tu vois ce que je veux dire, mais il a pas cherché à aller plus loin. Et finalement, on a déménagé comme tout bon Libanais à Montréal, à Chamolène, Côte-Vertu, on s'est retrouvé là.
Puis pendant 1 an, j'ai été là. Puis quand on est reparti au Niger 2 ans. Et quand je suis revenu, on s'est installé à Côte-des-Neiges. Ouais. Puis Côte-des-Neiges, on y est resté. J'y suis encore là aujourd'hui. Ouais. J'ai jamais bougé de ce quartier-là. J'adore la vie étudiante, le mix. Ça vit tout le temps. 24 sur 24. C'est génial. Moi, j'aime beaucoup Côte-des-Neiges. C'est un super quartier. Toi, ça a été quoi ton premier arrêt ici? Nous, on est arrivé à côté de Chabanel. Ouais. Ouais, sur Tolhurst. Parce que quand on est arrivé, mon père n'avait pas trouvé d'appartement rapidement. On vivait avec une autre famille dans un 3,5. Je pense qu'eux, ils avaient 4 enfants. Nous, on était 3. Wow. On dormait tous dans la même chambre. Encore là, pour un enfant, c'est nice. Parce que c'est différent de l'habitude. Ben ouais, puis tu sais, dans la chambre, en communauté, avec les autres enfants, on jouait. Pour moi, c'était que des bons souvenirs. Alors que pour eux, c'était genre le gros stress. Là. Ils paniquaient, il fallait qu'ils trouvent un appartement. Puis c'était dur parce que personne voulait les prendre. Tu sais, arrivé, il fait salut, on est arrivé la semaine dernière. Puis les gens, les propriétaires voulaient pas. C'est une famille d'Algériens qui viennent débarquer. Tu sais, quand toi, t'as dû quitter l'Algérie, là, Ouais. je veux dire, tes parents, c'était pas un choix. Non. C'était contraint. Ben oui. Sinon, ils seraient restés, ils auraient fait leur vie là-bas, quoi. Ah oui, on était bien en Algérie avant que la guerre débute. Mais justement, comment ça a été pour eux, pas pour toi, parce que tu m'as expliqué un peu, mais tes parents quand ils sont arrivés ici? Ça a été très dur parce que justement, comme beaucoup de familles issues de l'immigration, leurs diplômes n'ont pas été reconnus. C'est beaucoup de stress. J'en parle pas beaucoup avec mes parents parce que je sens que ça ramène une phase plus triste de leur vie. Mon père, ça l'a beaucoup stressé. Il y a beaucoup de frustration aussi parce qu'il travaillait, il avait un bon poste en Algérie. Il n'a jamais été capable il n'a jamais pu reprendre ce poste-là. Parce qu'ils lui ont demandé de refaire 15 ans d'études, des années d'études. Puis là, il arrive, on n'a pas beaucoup d'argent, il faut que quelqu'un fasse de l'argent. Ma mère, qui est enseignante, ça a été plus rapide. Puis lui, il a dû travailler et puis il a passé d'un très bon poste en Algérie à livreur de pizza pour Pizza Donini. Ouais. Et donc, j'imagine la frustration. Tu sais, je pense qu'en plus, les Algériens, c'est un peuple qui est très fier. Ouais. Tu sais, l'ego est surdimensionné. Et je me mets à la place de mon père qui devait être... Tu sais, il a dû livrer de la pizza fâchée pendant longtemps, là. Ouais. Puis il se faisait donner, tu sais... Du type, mais tu sais, il nous raconte ça maintenant, il peut en rire un peu, mais tu sais, il lui donnait genre des 5-10 sous de type où il lui lançait toute la monnaie noire. Et puis ça l'a beaucoup frustré, puis ça a été dur. Rentrer dans le... Ils te le faisaient sentir à ce moment-là? Que c'était compliqué, dur sur le point de vue individuel pour eux? Ça a été les années où j'ai le moins communiqué avec mon père. On communiquait beaucoup avec notre mère, mais lui, non. Je pense qu'il voulait pas justement que ça sente. Il était très solitaire, il rentrait le soir, il faisait ses trucs, puis je pense qu'il savait que s'il commençait à... Ça allait être trop. Il allait se frustrer beaucoup. T'sais. La fin de semaine, on passait du temps avec lui, mais ça le préoccupait énormément, donc il a préféré un peu comme s'exiler, genre... Généralement, les familles du bled, comme on dit là, sont très unies. C'est vraiment une smala, c'est un clan. Là, ouais. Arrivé ici, est-ce que ça a changé votre rapport familial? Non, on a toujours été une famille très unie, puis le dimanche, c'est le souper à la maison. Et si je me pointe pas un dimanche soir... T'es dans rien de bon. Je suis dans rien de bon. J'ai intérêt à me pointer le dimanche suivant avec une très bonne raison, beaucoup de gâteaux, et il faut que ça va être un mauvais dimanche. Tout le long, on va me parler du fait que j'étais pas là le dimanche d'avant. Ouais. Et donc, c'est très important, même si on vit pas ensemble. Puis, même moi, j'ai l'impression que je suis pas assez présent aussi pour... C'est difficile. Mais je crois que je vis à peu près le même sentiment je vais jamais pouvoir redonner assez de temps, assez d'énergie, assez d'argent à mes parents pour les sacrifices qu'ils nous ont donnés. Tu sais, on dit l'immigration. Pourquoi j'ai du mal quand les gens parlent mal des immigrants ou des trucs? C'est parce que je pense que si t'as pas fait ce voyage-là, t'as aucune idée du sacrifice que c'est, qu'il y a personne qui bouge pour aller profiter dans un pays. Et ça n'existe pas. Il y a peut-être, peut-être ça existe, mais en très grande majorité, tu ne quittes pas tes amis, ta famille, ce que tu as construit en 40 ans de vie pour aller immigrer dans un pays, pour te dire je vais juste profiter puis m'en aller. Ouais. Tu vas parce que tu veux tout donner à ce pays-là, puis tu espères qu'il va te donner quelque chose. Et cette culpabilité que tu dis, moi je l'ai encore. Quand je vois pas mes parents, il faut que j'aille les voir, même si c'est, et je trouve ça con, mais au moins 15 minutes, tu vois, où je vais les appeler ou quelque chose. Et dans le fond, on se voit beaucoup, mais on n'a jamais de discussion vraiment sur ces années-là, sur ces trucs durs, tu sais. Maman, comment t'as fait pour pendant 4 ans être sans ton mari?
Concrètement, tu sais, je sais que ça t'a affecté beaucoup, tu sais. Puis papa, pareil pour toi, mais c'est des trucs qu'on a trop de, je sais pas pour toi, mais moi, trop de respect ou de hauteur vis-à-vis d'eux pour pouvoir parler de ces questions-là. J'envie certaines familles qui vont affronter de front comme ça des questions aussi. Moi, j'ose pas, tu sais. Parce que je sais, comme tu disais, qu'ils en ont énormément souffert, qu'ils ont, mon père, tu sais, pour qu'on immigre, là, puis que je puisse faire du hockey, pour pas que j'ai l'impression de pas être comme tous mes autres amis, ben, il a vendu des terrains qu'il avait pris toute sa vie à accumuler, tu sais, pour qu'on puisse continuer à, entre guillemets, vivre normalement, tu sais. Et je me rends compte aujourd'hui, je me dis, man, je sais pas si même moi j'aurais le courage de faire le millième de ce qu'ils ont fait pour nous, tu sais. Mais il faut aussi que tu te dises, ils l'ont fait parce que t'es leur fils et qu'ils regrettent rien d'avoir. Et s'ils avaient à le refaire, ils le referaient. C'est dur de se le rentrer dans la tête, mais tu sais, des fois je suis en train de faire un spectacle puis je me dis, si je suis loin, maintenant je suis et je me dis, je pourrais être avec mes parents demain, mais je vais être fatigué, je vais faire de la route, je vais être mort, je pourrais pas aller souper dimanche. Mais je me dis, mais c'est ça qu'ils voulaient aussi. Ce qu'ils voulaient, c'est que je sois heureux, que je fasse ce que j'aime. Mais ils doivent être super fiers, tes parents. Mais oui, ils sont fiers. Donc c'est pour ça la première fois que tu as vu la télé, ton père, il a dû capoter. Là. Ouais, puis c'est là qu'ils ont compris que c'est... Parce que, tu sais, ils venaient de temps en temps voir des spectacles, mais pour eux, c'était pas... Des fois, il suffit que tu vois quelqu'un à la télé, tu fais, ça y est. Ouais. Ça y est, il a réussi. Pour moi, c'était... Ça me rongeait la nuit qu'il fallait que je réussisse vite avant qu'il soit trop tard. Je voulais que mes parents sachent que ce qu'ils ont sacrifié, ça a servi à quelque chose avant de les perdre. Je pense que c'est ce qui m'aurait le plus rongé dans la vie, c'est qu'ils soient partis avant d'avoir vu concrètement. Et le jour où moi j'étais le plus jeune, ma soeur a réussi, mon frère a réussi. Et quand moi j'ai vu dans leurs yeux que ça y est, lui il avait réussi, il y a un poids qui est parti. Je fais, maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est tuer personne et tout devrait bien aller. Ouais. Moi, le pire pour moi, c'était ma mère. Parce que ma mère, ça a toujours été quelqu'un de hyper heureuse, encore aujourd'hui, souriante. Comment te dire, même quand il y a des gros problèmes, elle les minimise. Mais alors là, tu sais, elle les fait passer. C'est rien. Tant que c'est pas la santé, tant que c'est rien. Mais je sais que ça l'a beaucoup affecté parce que, je sais pas, j'étais jeune, c'était l'hiver, puis ma mère s'occupait de tout. Quand je te dis tout, là, c'était... Je veux dire, sans elle, je sais pas comment on s'en serait sorti. Puis une fois, elle montrait jamais que ça allait pas, tu sais. Puis une fois, je suis passé dans le couloir, genre j'ai dû aller aux toilettes la nuit et tout. Puis je l'ai entendu qui pleurait, tu vois. Puis ça, je lui ai jamais dit, tu vois. Donc... Mais quand je l'ai entendu sangloter dans sa chambre, je peux pas te dire l'effet de... Tu sais, quand t'es jeune, tu vas la faire chier pour aller jouer au tennis. Comment ça m'a comme juste ramené sur terre. Et c'est là où je me suis rendu compte vraiment du sacrifice que font nos parents lorsqu'ils font des voyages comme ça ou lorsqu'ils font des aventures comme ça. C'est qu'ils délaissent tout, leurs dernières années de couple, leurs dernières années de vie de famille, parce qu'on était 6 ensemble tout le temps. Là, tout le monde est éparpillé. Puis depuis cette date-là où on a quitté le Niger, je pense qu'on s'est vus, nous 6 ensemble, 4 ou 5 fois. Et je te parle en 20 ans, parce que c'est juste impossible, tu sais. Mais c'est vraiment cette nuit-là, quand j'ai entendu son sanglot, que je me suis dit, ah oui, en fait, c'est eux qui souffrent, quoi. C'est pas nous. Tu sais, moi, je regrette mes amis que je vois pas tous les jours et tout, mais eux c'est autre chose. C'est leur vie C'est leur vie qu'ils ont juste foutu en l'air pour la nôtre, quoi. Ils ont sacrifié la leur pour notre avenir. Puis c'est aussi cette force qu'ils ont de pas le montrer. Toujours, tout va comme si tout allait bien. Ouais. Alors que des fois, non, pas du tout. Nous, on a eu des problèmes d'argent. Ma mère nous l'a jamais fait sentir. En fait, ils parlaient tout le temps d'argent sans nous. Ouais. C'est fou. Moi, nous, on avait une paire de souliers, mais on se passait beaucoup les vêtements. Moi, je suis chanceux parce que mon frère... Toi, t'es plus petit, fait que tu récupérais tout. J'ai tout récupéré. Moi, j'en ai porté des robes. Mais, des talons aussi. Des talons, mais ça, c'est un autre truc. On n'en parle pas ici. Mais non, c'était... Des fois, on comprenait pas parce qu'on voyait, tu sais... Moi, souvent, je pétais des crises quand j'étais jeune parce que j'allais à l'école, puis les gens parlaient du Nintendo, puis parlaient de leur jeu, puis tout. Puis je rentrais à la maison, je dis, papa, est-ce que je peux avoir un Nintendo? Puis il dit, non, tu peux pas avoir de Nintendo. Concentre-toi sur l'école. Et je me fâchais, je comprenais pas. Parce qu'ils ont jamais dit, on n'a pas d'argent. Moi, dans ma tête, ils en avaient de l'argent, ils voulaient pas. Ouais. Ils étaient méchants, ils voulaient pas. Et c'est ça, avec le temps, tu te rends compte qu'ils auraient tellement aimé l'acheter, la console. Alors, ils auraient aimé ça, me faire plaisir et me l'offrir, mais ils pouvaient pas. Et ça, c'est là que tu comprends le sacrifice. C'est dans des petits trucs comme ça que... Puis c'est des peuples qui sont très fiers, qui veulent pas avoir l'air de... Tu
Je connais D'être dans le besoin. D'être dans le besoin, de demander de l'aide. Ouais. C'est pour ça que chaque fois que je vois tu sais, j'habite à Côte-des-Neiges, puis tu les vois, veux pas, tu sais, des nouveaux arrivants ou quoi que ce soit, puis tu vas au Plaza Côte-des-Neiges, c'est l'endroit où t'as acheté tes manteaux quand t'arrives, des sacs de plastique rouge, jaune, vert, multicolores, tu sais. Mais quand je les vois, j'ai toujours, je te dis, ça vient me chercher dans le cœur, là. Genre, j'ai mal parce que je sais toutes les années de galère qu'ils vont devoir traverser. Ouais. Puis ça me fait vraiment du mal. Ça raconte quoi au juste, le documentaire Théo Youssef? C'est l'histoire de Raed Hamoud, qui cherche à comprendre pourquoi Youssef, son ami de cégep, est parti rejoindre Daesh en Syrie. C'est un très bon documentaire. Ça fait voir les jeunes djihadistes sous un angle complètement différent. Mehdi Boussaïdan, lui, dans ses shows d'humour, il doit pas oser aborder des questions si délicates. Alors, ça m'étonnerait que Mehdi soit du genre à se censurer. Moi, par exemple, quand je vois des jeunes qui vont là-bas, je me dis toujours, OK, d'où ils viennent? C'est quoi leur réalité? Et souvent, c'est souvent des jeunes, beaucoup de Français, des jeunes de banlieue, des jeunes des cités, ou en Belgique aussi et tout. Et je me dis, des fois, je peux comprendre qu'ils soient fâchés, tu sais, une fois que t'es ghettoisé, que le pays te donne pas de solution, que t'es poussé à faire des crimes si tu veux avoir de l'argent. Et surtout quand t'es dans un pays qui est quand même riche. Mm-hmm. Tu sais, si t'es dans un pays pauvre, tout le monde est pauvre, ça va, mais on dirait que ça doit être frustrant de voir que, mettons, à Paris, tu vois les jeunes se promener avec des vêtements et tout, alors qu'eux, ils peuvent pas. Il faut qu'ils volent pour les obtenir ou qu'ils vendent de la drogue. Quand j'ai vu le documentaire, que j'ai vu des gens d'ici partent là-bas, et là, je me suis dit, mais attends, et c'est quoi? Pourquoi? C'est quoi leur raison? Et pour elle, je sais pas. Mais ça, c'est ce que tu dis, c'est ma quête initiale. C'est-à-dire que moi, la première fois que j'ai vu un ami à moi dans un journal avec sa photo en disant il est parti faire le djihad en Syrie, je me suis dit quoi? Ouais. Comment? Pourquoi lui? Ouais, et puis même à la limite, je me disais ok, ils se sont trompés sur la photo, ça peut pas être lui, ça peut pas être ce type que j'ai connu, tu sais. Mais moi, ce que je me rends compte, puis quand j'ai fait cette démarche-là vis-à-vis de lui, mais tu sais, j'ai beaucoup lu sur d'autres cas. Tu vois, déjà, on est dans un cas au Québec très différent du cas européen. En Europe, tu as une haine des pays d'origine, enfin des pays où ils sont. Puis c'est leur pays, mais on leur dit jamais que c'est votre pays. Ouais. Puis même quand tu vois des attentats au Bataclan, quoi, c'est toujours des gens d'origine d'eux, mais quand tu vas vraiment voir le profil, très souvent, ils ne parlent pas l'arabe. Très souvent, ils ne connaissent pas l'islam. Ils ont beau être nés musulmans, ils ne le connaissent pas parce que tu ne peux pas tomber dans des pièges aussi grotesques quand tu connais un peu plus ta religion, tu vois. Ouais. Tu sais, il y a des gens qui vont tomber dans le trafic de drogue. Je veux dire, moi, quand je suis arrivé ici, je voulais avoir de l'argent, puis je voyais des gens dans mon quartier qui dealaient, puis qui avaient de l'argent, puis je me disais, OK, si un jour, tout ce que je suis en train de faire, les études, j'arrive même pas à payer mon loyer, ben, je vais aller vers là, tu sais. Fait que je pense qu'il y a un moment donné, quand tu es jeune et tu crois avoir trouvé ta place ou ta voie, tu vas à 200%. Mm-hmm. Tu regardes pas derrière, tu sais. Et par rapport à, tu sais, Youssef ou d'autres, je crois que c'est des gens qui se sont longtemps cherchés, que, y compris vis-à-vis de leur pays d'origine, mais aussi de leur famille à eux, et vis-à-vis de la société extérieure, ils ne trouvaient pas leur place. C'est comme 3 leviers qui font en sorte qu'ils tombent tout seuls, on va dire. Ouais. Puis lui, à ce moment-là, s'est sûrement dit, OK, c'est ça que je veux être, je suis un musulman, puis qu'est-ce que je dois faire? Puis à partir de là, le problème, tu sais, c'est très facile d'avoir un mode d'emploi avec écrit, d'abord, tu t'habilles comme ça, j'ai coché yes. Je veux dire, il n'y a rien de plus rassurant pour un jeune qui se cherche, qu'on lui dise, si tu fais tout ça, tu vas être un homme, tu vas être respecté. Tandis que quand tu prends une avenue que tu sais pas, tu fais un échec, un deuxième et tout, là, tu te questionnes un peu plus sur toi, qu'est-ce que tu peux amener et tout. Tandis que eux, on leur offre un mode d'emploi vers le bonheur, quoi. Ouais. On leur dit, voilà, tu fais ça, tu vas être heureux, tu auras une femme, tu auras des enfants, tu vas être dans un pays où on applique, entre guillemets, la loi islamique, ce que je considère débile. Je veux dire, pour moi, la charia, c'est pas ce qu'on voit tous les jours en Afghanistan ou ailleurs, tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup, c'est très différent. Mais donc, je me dis, ils ont ce mode d'emploi, ils cochent toutes les cases, puis ils se disent, ça y est, je vais enfin être heureux, j'ai enfin un but dans la vie. Genre, vous êtes tous des perdus, parce que c'est ça aussi. Ouais. Quand tu deviens tellement convaincu, tu dis aux autres, vous êtes des perdus, puis moi, j'ai trouvé la voie. Tu es aliéné, tu ne te vois plus. Mais moi, j'ai eu de la chance d'avoir mes parents. Parce qu'encore une fois, quand j'ai eu cet éveil religieux-là, ou spirituel, tu vois, comme je t'ai dit, pendant 2 ans, c'était très bon, mais il y a un moment où ça devenait dangereux, c'est quand je commençais à juger les gens. Mes frères qui font pas le ramadan, je leur disais, mais vous allez jamais le faire, les gars, quand ça se passe, tu sais. Ou alors qu'un jour, j'ai dit à ma mère, mais maman, pourquoi tu te voiles pas? Et moi, j'avais oublié que je lui avais demandé ça parce que je ne sais même pas comment j'ai osé poser un truc comme ça à ma mère. Tu vois ce que je veux dire? Moi, pour moi, c'est la reine, il n'y a rien qui est au-dessus. Je ne peux pas, moi, venir lui dire quoi que ce soit. Ouais. Elle m'avait dit, mais tu sais, moi, je suis musulmane depuis que je suis né. Tu sais que c'est pas obligatoire. Puis ma grand-mère, pareil, elle était très religieuse, très pieuse. Elle portait le voile, mais elle me laissait aller étudier chez les sœurs catholiques à l'école publique de Dakar. Donc ma mère faisait le signe de la croix jusqu'à très longtemps. Mais si j'avais pas eu cette ouverture d'esprit de mes parents qui m'ont dit,
attention, là, tu es en train de tomber dans des messages politiques, c'est plus du spirituel. Là, ils veulent faire la guerre. Il y a des gens qui veulent faire la guerre, mais ça, c'est de la politique, c'est plus de la religion. La religion va être en excuse, tu vois, c'est toujours une excuse. Et là, j'ai compris que tu pouvais déraper. Mais vraiment, le processus de radicalisation, je compare ça à quelqu'un qui tombe soit dans la drogue, les parents vont dire je comprends pas. Le gars avait, tu me le disais tout à l'heure, des gens qui ont tout autour d'eux, vivent à Westmount, ce que tu veux. Ben, il y a une autre misère que peut-être nous on n'arrive pas à percevoir qu'ils vivent. C'est comme ça qu'il y a des suicides chez des gens que tu dirais mais il y a rien. Putain, tout a l'air super beau dehors, mais dedans c'est toujours plus compliqué. Puis il veut pas, tu sais, l'impératif. Surtout quand il migre, t'as une pression sociale énorme. Pas juste de la société, je te parle de tes parents qui disent nous, et tu les as vus galérer, t'as vu ta mère pleurer, t'as vu tes parents ne pas avoir d'argent pour que toi t'étudies et que tu réussisses. Mais encore une fois, je pense vraiment que ce sont des victimes de quelque chose. Et le problème qu'on a, c'est de traiter les gens comme des bourreaux. Je te dis, j'excuse pas les gens qui font des attentats, des trucs. Je me dis, si c'est ma mère qui est dedans, je peux même pas concevoir, tu vois. Mais je pense que du moment qu'on ne parle pas à ces gens-là, puis qu'on leur tend pas la main, ben on est dans un cercle de la haine, dans une spirale. Souvent, j'ai des discussions avec des amis sur justement l'État islamique et tout. Et j'essaie toujours de dire aux gens, personne ne fait le mal pour faire le mal, tu sais. Il n'y a pas des gens, il n'y a pas des méchants comme dans les films qui sont dans une pièce, puis ils flattent un chat, puis ils attendent de... Et la carte du monde devant. Ouais, la carte du monde, puis ils pèsent sur des boutons où il y a des bombes qui... Il n'y a personne qui veut ça. Ouais. Mais c'est dur à expliquer. J'essaie de leur dire, les gars de l'État islamique, ils veulent pas détruire le monde, ils veulent l'améliorer. Dans leur tête, ils font le bien. Et une fois que les gens comprennent que la personne en face d'eux ne veut pas nécessairement le mal, c'est là que tu peux ouvrir le débat. Puis ouvrir eux, ils sont allés quand même un petit peu loin. Ouais, tu vois, si je peux m'exprimer, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Mais dans leur tête à eux, ils sont pas en train de... C'est ça, non, mais c'est ça. Mais tu sais, Daesh, c'est encore drôle parce que c'est Olivier Roy, c'est un grand spécialiste du terrorisme qui disait ça. Daesh, s'ils vivent encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de pays et beaucoup d'industries qui veulent qu'ils survivent. Ben oui. Je veux dire, Daesh arrivait à vendre du pétrole à Elf. Elf, c'est, je veux dire, ils sont dans le marché international. Tu sais, eux aussi sont à mettre en cause. Decathlon, Decathlon, c'est un magasin de sport, un peu comme Sport Expert. Tu sais, il y a tout. Puis il y en a un à la frontière avec la Syrie, entre la Turquie et la Syrie. Pourquoi ? Parce que les jeunes qui vont faire le djihad font un camp d'entraînement, puis s'achètent des coudières, des genouillères, des casques pour pas avoir mal dans l'entraînement. Ouais. Mais comment on permet à ces industries de profiter de ce système qu'on tente de détruire, entre guillemets ? Parce que le problème des réfugiés qui viennent du Moyen-Orient, c'est eux. C'est à cause de ça. C'est un serpent qui mord sa queue, tu vois ce que je veux dire ? Et donc, en fait, si Daesh a tenu aussi longtemps, c'est aussi parce que beaucoup de gens voulaient qu'il reste en place. Tu sais, c'était une excuse pour le régime syrien de dire, il y a des terroristes chez moi, il faut que je les abatte. C'est une excuse pour la Turquie de dire, nous, on veut combattre Daesh, mais en même temps, on reprend des territoires que les Kurdes veulent aussi reprendre. Les Kurdes, c'est leur excuse pour les... Tu sais, fait que chacun tire son compte de ça, tu vois. Oui, et puis Daesh, c'est aussi un résultat. Je veux dire, c'est pas un groupe de gars qui ont fait ça, on va attaquer. C'est la suite de l'Irak. C'est la suite de l'Irak. Il y a des gens qui ont perdu des membres de leur famille, qui ont perdu tout. Après, c'est normal qu'ils se fâchent. Ouais. Mais oui, quand par exemple, il y a des jeunes, évidemment, c'est très extrême, mais tu sais, quand il y a des jeunes qui rentrent dans des écoles et qui tirent sur les autres, puis les gens sont surpris, mais posez-vous la question, pourquoi ce jeune fait ça? Mm-hmm. À la base, c'est pas son objectif, à moins qu'il soit dérangé, mettons qu'il ait un problème mental, ça. Ouais. Mais sinon, c'est parce qu'il est frustré, tu sais, si tous les jours, le jeune, il se fait tabasser, il se fait manquer de respect, les gens le font, à un moment donné, il va exploser. Mm-hmm. Si moindrement, il a un caractère fragile, il va exploser, donc pour moi, c'est la même chose, Daesh. C'est ce petit garçon qu'on a poussé et tout, qui maintenant et quand j'en parle, jamais je vais favoriser ce que ces gens-là font, mais essayons de comprendre aussi, plutôt que de tout de suite pointer du doigt et de faire ça, c'est mal. Après, moi, je leur pardonne pas et je leur excuse pas parce que je me dis que t'as toujours... C'est faux, t'as pas toujours le moyen. Mais quand tu prends un billet d'avion, que tu planifies ton truc et que tu y vas, je t'en veux parce que t'as vraiment planifié ton truc. Ouais. Puis même moi, quand je suis allé, tu sais, j'étais en train de faire mes bagages la veille du départ. Et je dis, moi, je pars avec une équipe de tournage. Tout le plan est prévu. Il y a des gens qui sont là, entre guillemets, pour nous protéger, tu sais. Et j'ai quand même super peur. C'est la première fois que je m'en rends compte. Là, j'ai peur. Je me dis, pourquoi, au fait, tu sais. Et je me dis, ces jeunes-là, ils ont dû avoir le même sentiment à un moment donné. Et malgré tout ce qu'on peut croire, il faut une putain de dose de courage pour y aller. Pour faire un truc comme ça, parce que tu vas dans un pays où tu connais pas les gens, tu parles pas la langue et tout, tu sais. Mais il faut aussi une certaine ignorance ou folie, quoi. Parce que tu peux pas aller dans des trucs comme ça en disant, le monde va aller mieux après, quoi. Est-ce que tu as réussi à parler à des gars qui sont partis, qui sont revenus ici moi, le type qui m'a le plus marqué dans mon documentaire, c'est quand j'ai parlé à un type, on l'appelle Marlboro Man. Le mec fait que fumer, genre sans arrêt. Puis moi, j'avais lu un article de lui dans le Guardian.
Et je me suis dit, je veux parler à ce gars-là, parce que lui, c'est un Jordanien, donc c'est pas un occidental, c'est un gars de Jordanie qui est parti en Syrie, puis qui en est sorti au péril de sa vie, là. Ouais. Puis je lui ai demandé, la première question, c'est pourquoi tu as voulu rentrer dans Daesh? Je veux dire, nous, on est en Occident, on voit des trucs tous les jours. Il me dit, oui, alors, vous, ce que vous voyez, c'est quelque chose. Moi, quand ça a commencé, c'était, entre guillemets, la gentille organisation, parce que ça a duré 6 mois, la ligne de miel avec les Syriens. C'était pas encore les exactions que nous, on a vues après. Ouais. Et c'était vraiment le groupe qui va faire en sorte qu'on va arrêter c'est comme ça qu'il l'appelle là, mais tu sais, Bachar el-Assad et toute son armée et tout, on va les empêcher de continuer, on va reconstruire une Syrie moderne mais aussi religieuse, tu vois. Et lui, il disait, moi j'avais pas de femme, j'étais encore chez mes parents, j'arrivais bientôt à la trentaine, j'avais pas de diplôme et tout ce que j'avais essayé dans ma vie, ma famille me l'a reproché parce que j'avais raté. Alors que lui, il a des cousins aux États-Unis, son père voyageait. Je veux dire, c'est des gens branchés. C'est pas des gens qui vivent dans une grotte, là, tu sais. Et il me dit, j'avais une telle frustration que quand on m'a dit, si tu rentres là-bas, tu vas avoir un travail, tu vas réussir à te marier à un moment donné, tu vas construire une famille, tu vas être là. Je dis, ben, en plus, j'ai un salaire pour faire ça, alors que j'ai rien. J'y vais tout de suite. Et il m'a dit, je suis rentré, ça a pris 2 jours. Pour me rendre compte que mais alors là, j'étais dans une merde que j'aurais jamais pu imaginer, parce qu'il arrivait dans un camp d'entraînement où, après, tu sais, bon, c'est la version de tout un chacun, mais il me disait, j'ai vu quelqu'un de crucifié dehors. Ouais. Il me dit, je sais pas si tu imagines c'est quoi une crucifixion, c'est-à-dire le mec, il meurt pas tout de suite, il meurt au bout de 3 jours. Et pendant qu'il meurt, il va halluciner des trucs, il va te gueuler quand tu passes, donne-moi de l'eau, je t'en supplie. Il me dit, tu sais pas comment ces paroles sont encore dans ma tête. Et dès qu'il a vu ça, il m'a dit, j'ai tout fait pour partir, mais ça lui a pris comme 6 mois, au péril de sa vie. Écoute, son histoire, c'est un film, tu sais. Mais il me dit, en gros, la base, c'est la frustration. Si j'étais bien, je serais jamais allé là. Ouais, c'est sûr. Et en même temps, comme je te le dis, je te raconte tout ça, mais ça excuse rien pour moi, tu vois. Tout le monde est frustré, tu sais. Ça m'arrive plein de fois d'être frustré dans le trafic et quoi, je vais pas faire un truc comme ça. Non, là, c'est une frustration qui est quand même au-dessus de tout ça. Tu sais, c'est vraiment une remise en cause générale de ta propre existence, en fait. Mais c'est pour ça que moi, quand il y a ces attentats à Paris et tout, puis qu'ils mettent énormément d'énergie à trouver qui a fait l'attentat, après, c'est OK, eux, ils l'ont fait, ça y est. Ceux qui sont morts. Si vous en avez emprisonné, vous les avez emprisonnés. Maintenant, est-ce qu'on peut revenir dans les cités puis voir pourquoi ils sont arrivés là? Je me suis posé la question, en fait, avant que le documentaire sorte. J'ai quand même travaillé sur un gars qui a rejoint Daesh. Et je te parle du moment où on disait Daesh, je veux dire, t'avais rien envie d'être affilié à, là. Je veux dire, ouais. Même en tant que travailleur ou rechercheur, là, ou chercheur, pardon, t'as pas envie d'être affilié à ça. Je disais, hey, c'est sûr que le documentaire sort, je vais me faire, mais alors là, les gens de là me connaissent pas, je débarque avec ça. Et en plus, j'ai ce propos-là, tu sais, où j'essaye de comprendre l'incompréhensible. Voilà. C'est comme si je te dis, je veux aller, et j'aimerais le faire, mais aller comprendre pourquoi Alexandre Bissonnette a commis ce geste. Demande aux familles des victimes, ils vont dire, mais t'es un taré, toi, c'est un fou, faut le faire quelque chose. Mais moi, j'ai envie de comprendre, tu sais. Ah oui. Puis, bon, il y a peut-être eu la circonstance, dans le sens où le documentaire était déjà prévu, mais il est sorti 1 semaine après l'attentat de la mosquée à Québec. Mais je te jure que j'étais chez moi, j'ai vu attentat à Québec. Tout de suite, t'as pensé? Ah non, mais j'ai respiré, là, je peux pas dire à quel point j'avais mal au ventre, j'étais pas bien, je me disais, hey, si par hasard, puis Pierre Bruno l'a dit sur les ondes de TVA, puis on lui en a voulu, mais moi je trouve que c'est con parce que tout le monde l'a pensé. Ouais. Je me suis dit, mon Dieu, si c'est un Marocain ou un Algérien qui est rentré pour tuer des gens au nom de l'islam... C'est foutu. Mais moi, j'aurais demandé qu'on déprogramme le documentaire. Tu peux pas sortir un truc comme ça, tu sais, c'est arrivé que... Et au final, ce documentaire-là, j'ai eu, je te le jure, à part 1 ou 2 messages, genre, tendancieux, tu sais, comprendre ce genre de monde-là, mais rien d'insultant. Puis on a eu 4 Gémeaux avec ça. Félicitations d'ailleurs. Merci, mais je me dis, si j'étais dans une province raciste, ou une province qui ne cherche pas à comprendre l'autre, ou une province qui est pas amoureuse de l'étranger ou pas ouverte sur l'étranger, jamais j'aurais eu Et c'est là où je me suis dit, ben, effectivement, on vit dans une belle province. Ouais. Encore aujourd'hui, malgré tout ce qu'on entend, tu sais. Puis le racisme, ça me fait toujours rire quand j'entends, ouais, les Québécois sont racistes. Moi, je veux pas parler en tant que... Je l'ai vécu, ma jeunesse ici. Je sais à quel point c'est dur de trouver du travail. Des fois, je suis passé comme ça, tu sais, entre les mailles du filet à chaque fois. Puis je sais à quel point ça peut être frustrant que tu as des diplômes puis qu'on te laisse même pas la chance de te faire valoir. C'est horrible. Dans la tête, là, ce que ça peut faire à quelqu'un, c'est horrible. Mais jamais j'ai eu, à part 1 fois ou 2, de mauvaises expériences en termes de hey, retourne chez toi. Je pense que ça m'est arrivé 1 fois dans ma vie. Tandis que quand je suis retourné au Liban, qui est mon pays d'origine, ça faisait 25 ans que j'y étais pas allé, là, j'ai senti du racisme, mais du vrai racisme. Sans même, en fait, c'est comme ça. C'est dans les mœurs. Ouais. Tu rencontres quelqu'un, il va te dire, c'est quoi ta famille?
Tu viens de quelle région dans le pays? Ah, donc ça veut dire que t'es druze. Ah non, t'es maronite. Ah non, t'es chiite. Ah non, t'es sunnite. Et là, ça n'arrête pas. Ouais. Il faut juste diviser. Ouais, et moi, je refuse de rentrer dans des trucs comme ça. Puis, il y a du racisme partout sur la planète. J'aime pas le fait qu'on veut donner le monopole du racisme à l'Occident, tu vois. On ne sait plus comment parler des choses. C'est-à-dire que t'es arabe, t'as le droit de parler d'immigration. T'as le droit de dire, j'ai pas envie qu'il y ait plus d'immigrants parce que moi, je suis... Si t'es arabe, ça passe. Ou si t'es haïtien, mais si t'es québécois, entre guillemets, je déteste ce mot-là, mais il faut qu'on parle de souche, ouais. Ben, tu peux pas dire ça parce que tu vas avoir une étiquette de « Ah ben là, t'es pas ouvert au monde, t'es sûrement... t'es raciste, tu sais. Ouais. » Puis moi, dire à quelqu'un t'es raciste ou t'es terroriste, ça revient au même. Tu veux le mettre dans une case pour le piéger, puis l'empêcher de parler, tu sais. Tous les mots en « iste », en fait, faudrait peut-être les enlever. Mais j'ai vraiment de la misère avec le fait que aujourd'hui, t'es blanc, hétéro, classe moyenne, tu peux rien dire. Si je suis pas une femme, je peux pas parler de féminisme. Si je suis pas noir, je peux pas parler de racisme. Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tu sais? Oui, mais moi, j'ai remarqué que les gens qui se censurent le plus sur le racisme et tout ça, c'est les Québécois de souche. Tu sais, ça m'arrive souvent, moi, de faire des blagues sur d'autres pays. Et j'ai mes amis humoristes québécois qui vont faire « Ouf, toi, tu peux le faire, ça. Toi, tu peux. Pourquoi moi, je peux, puis toi, tu peux pas? C'est une blague sur le Danemark. Je suis pas danois. Pourquoi toi, tu... Non, non, moi, je peux pas, j'irai pas là. » Mais c'est dommage, ça. Mais je comprends pas. De quoi t'as peur? Mais tu sais, vu que toi, tu t'es immigrant... Ça... Non, vas-y, crime. Il se censure énormément. Oui, mais ça, c'est dangereux parce que la censure, ça fait que à l'intérieur, tu entretiens des frustrations. C'est comme dans un couple. Si tu te censures tout le temps sur ce qui te dérange, à un moment, tu vas exploser. Raed Hamoud et Mehdi Boussaïdan, c'est vraiment deux beaux exemples de jeunes immigrants qui ont su s'intégrer puis qui ont choisi d'embrasser la culture québécoise. T'as raison. Je me demande, ça a été quoi le déclic pour eux? Moi, la première chose que j'ai dû changer maintenant, c'est l'accent. Tu sais, moi, mes parents parlent un français de France. Et moi, j'avais ce français international-là. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à, je pense que c'était milieu du primaire. OK. Parce qu'on n'arrêtait pas de me dire, est-ce que t'es français? T'es français? Et comme je changeais toujours d'école, c'était toujours le même cheminement. J'arrivais, t'es français, t'es différent. Je suis pas français, je suis un Québécois et tout. J'en ai eu marre. J'ai commencé à travailler sur mon accent, mais activement. Genre le soir, je me regardais dans le miroir, je faisais « Toi, t'es-tu arrivé dans le... » Et chaque jour, j'arrivais, je sortais des expressions, tu sais, « Ah ouais, bitch, ta garnotte! » Tu sais, la première fois que j'ai crié ça à la récré, les gens font « Mais Mehdi, pourquoi tu... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu dis là? Bitch, ta garnotte! » et tranquillement essayer de faire in. Mais tu te sentais faux en essayant d'aller vers ça? Ou tu te sentais, non, c'est dans mon cheminement, pour être ce que je veux être, faut que j'apprenne à parler tel que je l'entends? Je pense que c'est une force chez quelqu'un d'être capable d'être flexible, tu sais. Le but, c'est d'être compris. La barrière de la langue, une fois que tu l'as surmontée, tu penses que ça t'a aidé dans l'intégration? Ça a été le premier pas. Après, c'est quand je me rappelle plus exactement quand j'ai dit quelque chose à un oral et que la classe s'est toute mise à rire. La prof s'est mise à rire, j'ai fait « Mais attends une minute. » Mais là, j'ai compris. Le truc, c'est de les faire rire. Quand ils rient, ils sont contents et ils t'aiment. Et après, ça a été que ça. Faire rire, faire des blagues. Toujours en train d'essayer de faire rire les autres. Et les gens aiment quelqu'un qui les fait sourire. Ouais. Et ils se posent plus trop de questions de comment tu parles, comment tu agis, tant que tu les fais rire. Moi, ce qui m'a vraiment aidé dans l'intégration, je crois, puis c'est en y repensant par la suite, parce que sur le coup, tu peux pas t'en rendre compte, tu sais. Mais quand je suis arrivé la première année, autour de 9-10 ans, je faisais du hockey. Puis ma mère m'avait acheté, elle faisait toutes les ventes du garage du quartier, là, elle adorait ça. Elle était allée à une vente de garage, elle m'avait ramené plein de trucs, dont un livre. Puis je te dis, je m'en souviens de la couverture parce que c'était bleu, puis moche, puis c'était pas... T'avais pas envie de l'ouvrir, ce livre. Mais il y avait, je pense que c'était Le Regard du Rocket, ou numéro 9, Maurice Richard, c'était sur la légende, tu sais, Maurice Richard. Puis moi, j'aimais trop le hockey, fait que je me suis dit, je vais la lire. Puis en lisant son histoire, j'ai vu les émeutes du Forum, j'ai vu le fait du Canadien français, tu sais, à l'époque. Ouais. J'ai vu comment les gens qui parlaient français étaient minoritaires puis ostracisés dans une ville comme Montréal. J'ai vu, comme je t'avais dit, le poids de la religion, de Duplessis, tout ça. Puis à quel point le Canadien de Montréal, c'était pas juste une équipe de hockey ou de sport professionnel. Et donc, tu vois, j'avais lu ce livre qui m'avait beaucoup marqué. Puis j'avais dit à ma mère, OK, moi, je veux faire du hockey. Puis ce sera ça ma vie. Tu sais, je suis t'es jeune, tu rêves. Puis chaque jour, elle me déposait, j'étais à Côte-Vertu, elle me déposait à l'Arena Raymond-Bourg, je crois. Puis pendant 3 heures, seul sur la glace, là, tu payais genre 3 piastres, puis tu voulais rester 3 heures autant que tu... Les gens venaient faire 15 minutes. Là. Ouais. Moi, je faisais des tours et des tours. J'apprenais à freiner, patiner par en arrière, tout ce que tu veux.
Et donc, je suis arrivé dans l'équipe de hockey de l'école. Et j'étais vraiment le plus poche quand j'ai commencé. J'avais jamais vu la neige, la glace. Tu sais, je suis tombé par terre, là. Puis je me suis retrouvé avec le groupe des filles. Et ça, tu peux pas savoir. Non, parce que j'étais bon en sport, dans tous les sports, mais tu peux pas savoir comment ça m'a détruit. Je veux dire, on m'a enlevé tout ce qui me restait, tu sais, ma capacité à faire du sport. Tu sais. Fait que là, je te jure, tu vas m'amener tous les jours à patinoire, je vais apprendre. Puis j'ai progressé hyper vite. Puis même le coach n'avait pas compris comment c'est possible. Le gars, il patinait pas au début d'année, tu sais. Puis finalement, j'avais fait les drafts pour être dans l'équipe, j'avais été accepté. Puis dans l'équipe, on avait des drafts pour aller à Boston faire un tournoi de hockey. Puis j'avais été sélectionné, tu sais. Mais je me rappelle de ce coach parce que je te disais, on avait quelques petits problèmes d'argent et tout. Puis il m'avait dit, OK, il faut que tu me dises si tu viens ou pas. Puis normalement, c'est les parents qui remplissent un truc, mettent un chèque, puis c'est bon, il peut y aller, tu sais. Puis j'étais dans la cour, il est venu me voir et il m'a posé la question et je lui ai pas répondu. J'ai juste commencé à pleurer, tu vois. Mais genre vraiment, tu vois. Parce que je savais pas quoi lui dire, puis je savais que c'était pas possible. Puis lui, je sais pas comment il a fait avec l'école ou comment il s'est débrouillé. Il m'a donné un chandail de hockey qui valait 150 piastres de l'équipe, tu sais, avec mon nom et tout, les bas de hockey qui allaient avec, le casque, tout, là. Puis il m'avait ramené à Boston avec lui. Fait qu'il m'avait mis dans cette équipe-là, il m'avait permis d'aller à Boston. Puis tu vois, je l'avais perdu de vue pendant des années, puis je l'ai retrouvé grâce à Facebook récemment. Il a vu mon documentaire et je lui ai dit, Luc, tu peux pas savoir que tout ce qui m'arrive là, c'est sûrement en très grande partie grâce à ce petit geste que tu as fait. Parce que tu m'as permis d'être dans un groupe, tu m'as permis de vivre quelque chose collectif, tu sais, avec tout le monde. Puis sans ça, je sais pas si j'aurais pu avoir une intégration aussi réussie au Canada, tu sais. Je me serais senti peut-être pas à ma place, pour des conneries comme ça, comme le sport chez un jeune, tu sais. Mais moi, c'est vraiment à travers ce livre, puis à travers cette histoire du Rocket, que j'ai compris beaucoup de choses de la société québécoise. Puis je pense que chaque personne qui immigre ici, il y en a, ça peut être à travers un plat, ça peut être à travers tu sais, peu importe, mais tout le monde doit passer par une espèce de... Ah ok, j'ai compris ça de la culture, fait que là, je vais pouvoir me l'approprier puis rentrer dedans à fond. Parce que c'est pas évident autrement, tu sais. En tout cas, des gens comme toi ou comme moi, je pense, on a vraiment la culture française, francophone. On nous a appris l'histoire de Gaulle, de la guerre, tu sais, mais on n'a jamais de point de vue québécois sur l'histoire, tu sais. Puis ça, il faut aller le chercher, parce qu'on te le donne pas aussi quand tu arrives en tant qu'immigrant. Non, on te le donne pas tout de suite. C'est important de parler français, ça, on te le fait comprendre. Ouais. Mais comprendre l'histoire, c'est pas important. Les 200 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça, tu vois, je trouve, c'est un truc qui manque. On devrait vraiment mettre plus d'accent sur l'histoire et la culture québécoise, pour que les immigrants aient plus d'outils pour s'intégrer. Ouais, très rapidement, beaucoup plus tôt que secondaire 4 ou 5. Et moi, quand je l'ai eu en 4 ou 5, j'ai mis beaucoup d'énergie sur ce cours-là. J'écoutais beaucoup. Je voulais vraiment tout savoir. Et j'en suis arrivé à un point où j'en savais beaucoup plus sur le Québec que sur mon propre pays. Et après, j'ai fait... Je pense que tous mes travaux de cégep sont sur l'Algérie. Je faisais juste toujours apprendre. Et après, c'est génial parce que tu fais des comparaisons entre ton pays et le Québec. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Ah oui. Et il y a beaucoup de points sur lesquels on peut s'entendre, qu'on est pareil, on n'est pas si différents. Mais surtout avec le monde arabe, tu regardes le FLQ, même tous les liens qu'il y avait avec l'Algérie, qu'il y avait avec la Palestine, il y avait une sorte de... On est les petits peuples de ce monde, puis on veut se rebeller. Ouais. C'est pour ça qu'il y a eu une sorte de solidarité, même internationale, entre le Québec, mais aussi le monde arabe, pendant longtemps. Sur l'indépendance, je pense que l'Algérie et le Québec ont une histoire d'indépendance quand même très proche l'une de l'autre. Ouais. Et je me rappelle aussi, justement, j'avais un ami qui était très souverainiste, et quand je lui ai dit que les gars du FLQ s'entraînaient avec les gars du FLN, tout de suite, ses yeux sont illuminés, et puis là, il dit « Ok, fait que toi et moi, on est amis. » C'était l'autre midi à la table d'à côté avec Raed Hamoud et Mehdi Boussaïdan. À la recherche, Marie-Ève Boisvert. À la technique, Sylvain Brunet et Patrick Noup. À la narration, Éric Paulus. Et Macha Limonchik. Un merci particulier à Mustapha du restaurant La Colombe. Cette émission est signée Francis Legault.